Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue sur Quête de vérité à l'heure de Ubuntu News. Pour présenter les nouvelles, Joël Revax et pour commenter l'actualité, Franz Jusmé et Pierre-Claude Robergeau. Bonjour Joël, bonjour Franz. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Joël, quels sont les grands points de cette nouvelle édition? Les titres du journal. Nous irons au Congo avec le Congo qui expulse une entreprise chinoise de la mine de cuivre cobalt de Tenke-Fungurume. Aussi, un centre panafricain pionnier au Congo pour aider les États du continent à développer l'intelligence artificielle. Le Rwanda et la Jamaïque, le président Paul Kagame arrive en Jamaïque pour une visite historique. La diaspora et le Royaume-Uni. Une fresque de Nelson Mandela dévoilée à Liverpool. Sur le continent, variole du singe. Des journalistes s'insurgent, les médias occidentaux utilisent les photos de personnes noires pour illustrer cette maladie. Merci. Tous ces titres nous seront développés dans un instant. Le Congo expulse une entreprise chinoise de la mine de cuivre cobalt de Tenke-Fungurume. Le tribunal de commerce de Lubumbashi retire à la société chinoise China Molybdenum, pour une durée environ de 6 mois, la direction de la mine de cuivre cobalt de Tenke-Fungurume, deuxième source de cobalt au monde. Une commission d'enquête a été déléguée par le président congolais Félix Tshisekedi pour investiguer sur les révélations de l'entreprise minière publique congolaise Gégamine. Gégamine qui, elle, affirme que China Molybdenum n'a pas déclaré des centaines de milliers de tonnes de réserves de cuivre et de cobalt enfouies sur le site. L'agence soutient qu'elle a été privée des paiements annuels qui doivent être effectués à la découverte de nouvelles réserves. L'administration de la mine a donc été confiée à un administrateur provisoire, tandis que la Gégamine conserve sa participation de 20% dans la mine. Les responsables congolais effectuent un examen approfondi des accords signés avec des sociétés minières soutenues par la Chine. Selon la RDC, ce sont les Congolais qui devraient bénéficier des richesses minérales du Congo. Brazzaville accueille le tout premier centre sur l'intelligence artificielle grâce à l'appui de la Commission économique pour l'Afrique. Le continent africain dispose désormais d'un hub pour l'accompagner dans le développement de l'intelligence artificielle. Le Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle a été inauguré le 24 février à Brazzaville, dans la capitale congolaise, où il a été abrité dans les locaux de l'université Kintele. Nous avons élaboré un contenu LMD, licence master doctorat, qui va être dispensé à partir de l'année prochaine en collaboration avec l'université Sassou Nguesso, indique Maktar Seck, chargé de la section technologie et innovation à la CEA. Le centre est notamment équipé d'une plateforme d'e-learning qui peut accueillir 10 000 étudiants simultanément. Des cours en présentiel seront également disponibles à destination des acteurs du secteur privé et des gouvernements. Quant à la recherche qui sera conduite dans les domaines de l'agriculture, la santé, l'environnement et l'industrie, elle démarrera à l'arrivée des équipes adéquates attendues au mois de mai, à savoir des ordinateurs performants, notamment la structuration des données qui nécessitent de puissantes machines. Les cours en ligne ont déjà commencé, précise Maktar Seck. Nous attendons des chercheurs africains, mais aussi de tous les continents. Il y a un partenariat qui est en train d'être mis en place avec plusieurs universités qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, en Afrique, en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le président rwandais Paul Kagame arrive en Jamaïque pour une visite historique. À son arrivée en Jamaïque pour une visite d'État de 3 jours, le président Paul Kagame a été accueilli le mercredi 13 avril par le gouverneur général Patrick Allen et le premier ministre jamaïcain Andrew Holness à l'aéroport international Norman Manley.
Cette visite marque une nouvelle étape dans nos relations et je me réjouis en particulier de la poursuite de la collaboration en vue du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Jamaïque et le Rwanda, a déclaré le bureau du Premier ministre jamaïcain. Cela contribuera également à renforcer la relation en plein essor entre le continent africain et la région CARICOM. Lors de son premier jour de visite, le président Paul Kagame, aux côtés de la délégation du Rwanda, s'est joint au lancement de la célébration de la Jamaïque 60 sous le thème « Renflammer une nation pour la grandeur ». Le président rwandais a déposé durant cette visite une gerbe près de la tombe du premier héros national de la Jamaïque, Marcus Garvey. La diaspora au Royaume-Uni. Une fresque de Nelson Mandela dévoilée à Liverpool. Une peinture murale de Nelson Mandela en pleine réflexion a été dévoilée à Liverpool. Nous avons choisi cette citation de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante dont nous disposons pour changer le monde, car nous voulons encourager les jeunes à regarder autour d'eux et à découvrir le monde par eux-mêmes, a déclaré Stephen Zee, ambassadeur de l'association caritative Mandela 8. La peinture murale sur le bâtiment de Kumba Imani Millennium Center sur Prince Road est la première des 2 nouvelles pièces commémoratives créées dans la région. Un jardin commémoratif doté d'un pavillon et des inscriptions des citations de Nelson Mandela sera dévoilé par sa fille Makazive Mandela et sa petite-fille Tuwini Mandela en juillet. Sonia Bassey, présidente de Mandela 8, a déclaré que la peinture murale dévoilée cette semaine constituerait le début d'un projet du sentier du patrimoine menant au jardin commémoratif. Cela montre ainsi que nous sommes une communauté forte et dynamique. Cette peinture sera vue par des milliers de personnes qui empruntent la route principale pour rejoindre le centre-ville, a-t-elle déclaré. Et pour terminer sur le continent, l'indignation des journalistes. Variole du singe, les médias occidentaux utilisent les photos de personnes noires pour illustrer cette maladie. En Afrique, plusieurs associations de journalistes se sont prononcées contre cette pratique. L'Association de la presse étrangère d'Afrique basée au Kenya a publié un communiqué sur le sujet et condamné les médias qui utilisent des images de personnes noires pour illustrer des articles sur l'épidémie de variole du singe en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Comme toute autre maladie, elle peut survenir dans n'importe quelle région du monde et toucher n'importe qui, quelle que soit sa race ou son ethnie, a-t-elle déclaré dans un communiqué partagé sur Twitter le 21 mai. Plus de 180 cas ont été confirmés dans 16 pays à travers le monde, essentiellement 90% en Europe et notamment au Royaume-Uni où 57 cas ont été déclarés, mais aussi en Espagne 41 et au Portugal 37, en France 5. Une vingtaine de cas ont été également identifiés en Amérique du Nord, 5 aux États-Unis et 15 au Canada. Merci Joël pour le développement de ce titre. Et maintenant, nous allons recevoir Franz Jusme qui va analyser avec nous 2 informations importantes. L'une concerne la Centrafrique et l'autre concerne la Guadeloupe. Bonjour Franz, merci d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, nous allons commenter 2 informations importantes, à savoir le Bitcoin, qui est devenu une monnaie officielle en Centrafrique, et le passage de Kémy Séba en Guadeloupe. Alors, depuis le 26 avril 2022, le Bitcoin est une monnaie officielle en République centrafricaine. Dans la foulée de l'annonce, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a déclaré dans un tweet: « Les mathématiques sont le langage de l'univers, le Bitcoin est la monnaie universelle. » Alors, dis-nous un peu ce que tu comprends de cette information.
Oui, merci Pierre pour cette invitation. Effectivement, c'est une information qui déjà m'avait surpris parce que je connais la réticence des présidents africains à aller à l'encontre des institutions monétaires internationales. Et il faut savoir que les institutions monétaires combattent avec la plus grande vigueur l'acceptation du Bitcoin comme étant une monnaie officielle pour la simple et bonne raison, c'est que ça remet en question toute la stratégie que ils avaient mise en place qui leur permet de contrôler et mettre des sanctions sur les pays comme ils veulent. Et ça, le fait de pouvoir passer par une monnaie numérique, une crypto-monnaie qui n'est donc pas centralisée, qui est décentralisée, ça va donc permettre à un certain nombre de pays d'échapper à un certain nombre de sanctions. Et donc, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la communauté financière qui gère les transactions financières internationales. Merci, Franz. Mais avant de parler davantage de cette question, est-ce que tu peux nous définir ce qu'est une crypto-monnaie? Oui, tout à fait. Une crypto-monnaie, déjà une monnaie, hein, une unité qui permet d'échanger des biens et des services. Et donc, la crypto-monnaie, elle ressemble à une monnaie classique, sauf qu'elle est basée sur une blockchain et donc qui permet d'avoir une traçabilité des transactions de crypter chaque transaction de façon à ce que le propriétaire de cette unité de monnaie puisse avoir la sécurité de la détention même de cette monnaie. Et donc, on ne peut pas voler un Bitcoin, sauf si on a pu mettre la main sur les identifiants du portefeuille de la personne qui est propriétaire de ces bitcoins. Par exemple, il y a des personnes qui ont perdu leurs clés et donc le fait d'avoir perdu ces clés-là, ces bitcoins-là sont perdus et on ne pourra pas les récupérer. Alors, c'est pour te montrer le niveau de sécurité que la crypto-monnaie permet d'avoir. Et donc, avec ses faiblesses aussi, c'est que quand on a perdu les clés, si on est les seuls à l'avoir, c'est perdu. OK. Alors, quels sont les avantages et les désavantages de la crypto-monnaie? Oui, les avantages déjà, comme je le disais au début, c'est de pouvoir faire des transactions transfrontalières, internationales, sans limite et avec des coûts extrêmement faibles. Parce que comme ça se fait par Internet, qu'on soit à 2 mètres ou qu'on soit à 1000 kilomètres ou à 10 000 kilomètres, pour Internet, il n'y a pas il y a pas de différence. Donc, on peut faire des transactions entre deux villes du Canada ou entre le Canada et un pays d'Afrique avec la même vitesse de traitement. Donc, ça permet donc déjà de lutter contre cet enclavement un certain nombre de pays d'Afrique, parce que tu dois savoir, les pays occidentaux ont mis en place des systèmes de transfert d'argent qui leur permettent de faire des transactions de manière extrêmement rapide. Par exemple, un transfert entre le Canada et la France, ça se fait le jour même, alors que et avec un coût extrêmement dérisoire. Alors que pour avoir cette même performance avec l'Afrique, on a des limitations en termes en termes de montant. Il faut passer par des plateformes qui doivent vérifier l'identité, etc. Et aussi, ça demande énormément de commissions pour que le traitement puisse se faire. Et donc, ça bloque le développement des pays. Imagine que à chaque fois que tu dois envoyer 50 euros dans un pays, tu dois en payer 25. Évidemment, ça limite les transactions avec un pays comme ça. Mais si tu dois payer un cent pour 50 euros, là, tu le fais avec beaucoup plus de plaisir et beaucoup moins de limites. Donc, c'est ça les avantages du Bitcoin, donc de faire sauter les barrières qui empêchaient le commerce
et donc de raccourcir les durées de traitement des transactions. En termes d'inconvénients, c'est une monnaie, ce sont des monnaies qui ne sont pas forcément arrimées à des à des comment dire des matières premières comme l'énergie ou des choses comme ça. Elles peuvent être un peu volatiles. Donc, si elles sont utilisées pour faire de l'épargne, tu peux te retrouver à perdre de la valeur ou à en gagner. Il y a des gens qui ont gagné aussi beaucoup d'argent, qui ont investi dans le Bitcoin lorsqu'il valait très peu de choses et qui donc aujourd'hui se retrouvent millionnaires parce que le Bitcoin a pris énormément de valeur et il peut aussi en perdre beaucoup. Donc, ce sont des choses dont il faut être conscient et ne pas forcément utiliser le Bitcoin comme étant une épargne. Hein, si on n'est pas spécialiste, on n'est pas très bien informé, l'utiliser juste comme une plateforme pour faire des transactions temporaires. OK. Avant de finir sur cette question, et je me demande, est-ce que le Bitcoin peut être une monnaie nationale à juste titre, puisque on sait très bien que ceux qui suivent le marché boursier, les marchés boursiers, qui regardent les crypto-monnaies en général, on a vu ces derniers temps, la valeur de Bitcoin a baissé considérablement. Est-ce que ça va aider à relever l'économie d'un pays si le Bitcoin est devenu une monnaie qui n'a pas beaucoup de valeur? La valeur intrinsèque, tout dépend de la stratégie qui est utilisée. Et la valeur intrinsèque du Bitcoin importe très peu si la stratégie utilisée est celle de permettre la transaction des transactions internationales. C'est-à-dire que si moi je fais une transaction aujourd'hui, je convertis 1000 euros en Bitcoin pour faire une transaction. Le temps que je fais la transaction, la valeur ne va pas énormément changer. Et donc, je fais ma transaction et j'obtiens ma marchandise et on s'arrête là. Mais si je laisse le Bitcoin sur un compte et que je vais l'utiliser dans 3 semaines, dans un mois, là, ça peut devenir problématique. Et là, on a besoin d'une stabilité du Bitcoin pour que cela se passe. Mais il faut aussi savoir que pendant les 4 dernières années, le Bitcoin avait une grande stabilité et n'a cessé sa valeur n'a cessé de croître. D'accord? Donc là, on est dans une zone de turbulence qui peut se comprendre parce qu'on vient de subir une crise sanitaire suivie d'une guerre et qui va elle-même être suivie de peut-être une crise alimentaire. Donc, la volatilité de cette monnaie peut se comprendre, mais ça ne va pas durer. Je pense que lorsque ces crises-là seront passées, la monnaie va se stabiliser. Oui, merci Franz. Je vous rappelle, les chers amis, que Franz Jusmé est notre correspondant spécial en Guadeloupe qui nous a parlé du Bitcoin qui est devenu une monnaie officielle en Centrafrique. Hommage aux frères, aux sœurs, aux aînés qui nous inspirent dans leur combat et qui nous ont tracé la voie pour qu'aux 4 coins du monde, au péril de nos vies, nous menions ce combat pour notre peuple, qu'il soit sur le continent ou dans la diaspora. Et donc je vais vous demander d'applaudir fortement. Alors maintenant, Franz, parlons un peu de Kémy Séba, qui a fait cette visite très importante en Guadeloupe le mois dernier. Alors, quel était le but de cette visite? Bon, Kémy Séba est venu en Guadeloupe par rapport à une demande que lui avait fait un collectif, les 7 familles. C'est un collectif qui représente les 7 frères, pardon, un collectif qui représente des personnes qui ont été interpellées, mises en prison et déportées pour le simple fait d'avoir été des jeunes qui étaient sur les piquets de grève qui soutenaient le mouvement de grève contre l'obligation vaccinale et aussi contre un certain nombre d'injustices sociales
que la jeunesse subit sur le territoire de la Guadeloupe. Alors, Franz, comment s'est passée la visite en général? Oui, il a été très bien accueilli. Il faut savoir que Kémy, il est très apprécié de tous les Africains, qu'ils soient nés sur le continent ou en dehors. Donc, c'était un grand plaisir pour la population de la Guadeloupe de le recevoir. Il a reçu un bel accueil depuis son atterrissage jusqu'à son départ à la fin de sa visite. Est-ce qu'il y a eu plusieurs rencontres, hein, puisque j'ai vu sur YouTube en live, il y avait une belle rencontre dans un lieu là où il y avait plusieurs personnes qui applaudissaient à tout ce qu'il disait. Oui, tout à fait. C'était un moment très important de sa visite qui était consacré à une rencontre avec la population pour sensibiliser la population sur la décolonisation, l'autonomie et voire l'indépendance. Et cette rencontre a été vraiment très, très, très appréciée parce que la population a répondu d'une manière exceptionnelle parce que la salle qui était prévue pour recevoir les invités n'était pas capable de contenir toutes les personnes qui se sont présentées. Donc, un grand nombre de personnes sont restées à l'extérieur, sous la pluie, pour assister à ce discours mémorable. Et j'étais présent, je peux te dire que l'atmosphère était électrique, son discours était exceptionnel et je pense que tous ceux qui y ont assisté ont des mots qui sont encore gravés dans leur mémoire. Mm-hmm. OK. Alors, quelles seront, d'après toi, les retombées positives de cette rencontre ou bien de cette visite en Guadeloupe? Bon, déjà, cette visite a permis de rebooster la population parce que la population a subi quand même pas mal de déboires et de déceptions plutôt parce que on s'attendait à ce qu'on soit écouté par les instances gouvernementales par rapport à la position de la population sur les questions sanitaires et sur des questions économiques. Et la population a toujours eu cette impression de ne pas être entendue par le pouvoir politique. Et sa venue a vraiment été très appréciée parce que il nous a apporté une autre façon de voir les choses, d'éviter cet attentisme qui consiste à toujours espérer que les autorités vont faire quelque chose pour la population, mais à nous prendre en main, à développer l'économie et à développer des circuits d'autosuffisance alimentaire, développer notre industrie, etc. Et de façon à ne pas attendre sur les autorités parce que le fait de tout importer nous rend en quelque sorte esclaves de la France et donc nous prive de cette faculté à prendre notre destin en main et à tracer le chemin de notre avenir. Merci, Franz, d'avoir accepté de commenter l'actualité avec nous dans cette édition de Nouvelles Ubuntu News. Alors, les amis, nous venons d'entendre Franz Jusmé, notre correspondant spécial en Guadeloupe. Merci d'avoir suivi Ubuntu News. On se donne rendez-vous à une prochaine édition. Pour vous qui n'êtes pas encore abonnés à la chaîne de Quête de Vérité, vous pouvez le faire dès maintenant. À bientôt.